Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Divin Divine, présenté par Nathan et Ilana. Aujourd'hui, hasard du calendrier, nous avions planifié depuis de nombreux mois notre épisode sur les LGBT+, et le sport. Pourquoi cette thématique ? Parce que, comme dans de nombreux domaines, les personnes LGBT+, y sont souvent discriminées. Mais le sport est un domaine particulier, notamment par sa dimension politique. Les compétitions internationales, de par leur médiatisation, mais aussi comme expression de l'enjeu géopolitique qu'elles représentent, ne sont pas neutres d'un point de vue politique. Ce sont les terrains où les puissances s'affrontent de façon officieuse. Au vu de la visibilité que permet ce type d'événement, en connectant les peuples du monde entier, il est évident que ces occasions permettent de faire passer des messages politiques forts. On a plein de petits exemples pour vous prouver ça. Par exemple, les Jeux d'Allemagne de Berlin de 1936 ont permis à Hitler de véhiculer sa propagande. Le boycott des compétitions est aussi significatif de l'ambiance géopolitique générale. En 1956, aux Jeux de Melbourne, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse boycottent la compétition pour montrer au monde leur désaccord avec la répression soviétique de l'époque en Hongrie. Des boycotts ont lieu aussi lors des JO d'Afrique du Sud, en réaction au régime d'apartheid qui avait lieu. Le sport a joué une place importante dans la lutte pour les droits civiques. C'est ainsi que le champion olympique du 200 mètres, Tommy Smith, a levé le poing au JO de Mexico de 68 pour protester contre le racisme systémique aux États-Unis. En 2008, l'ancien champion s'est exprimé sur son geste. Le message qu'on voulait faire passer, c'est montrer aux gens que nous, sportifs, nous étions prêts à nous battre pour défendre nos droits. Le contexte récent est extrêmement marqué par la polarisation entre l'Occident et le reste du monde. Sur fond de guerre en Ukraine, la Russie accuse l'Occident de vouloir imposer aux autres pays ses valeurs dites débridées, entendez par là, entre autres, le soutien à la communauté LGBT+. Il n'empêche que la question des LGBT est particulière. Peut-on vraiment parler de tradition quand une nation est homophobe et réprime pénalement cette orientation ? Mais d'un autre côté, est-ce réellement aux pays occidentaux de s'imposer comme les défenseurs des luttes LGBT quand on sait que tout n'est pas parfait non plus dans leur pays ? Comment les fédérations s'organisent-elles ou pas pour promouvoir plus d'inclusivité ? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec notre épisode. Il est important de ne pas rejeter en bloc les pratiques sportives et les sportifs. À bien des égards, le sport est salvateur pour les corps et les esprits. Il ne s'agit pas non plus de l'encenser, mais bien d'en avoir une approche critique. La pratique moderne du sport, en tant que loisir, s'est développée progressivement entre le milieu du XVIIIe siècle et le XIXe siècle en Angleterre. Elle passe notamment par la réappropriation des pratiques populaires traditionnelles et des jeux ruraux par la noblesse et la bourgeoisie. Elle les codifie et les institutionnalise. Elle s'est ensuite rapidement propagée à toute l'Europe et bien sûr aux colonies des États européens. Cette codification passe par l'infusion des valeurs portées par les créateurs de ces nouvelles pratiques. Autrement dit, les valeurs d'une bourgeoisie blanche, masculine et cisgenre, très influencée par la culture gréco-romaine et les nouvelles injonctions à la performativité issues de la révolution industrielle. Pierre de Coubertin, importateur de ces nouveaux loisirs en France et créateur des Jeux Olympiques, les décrit comme un remède à la disparition du sentiment viril. L'athlète exaltera sa patrie, sa race et son drapeau, pour reprendre ses mots. Le sport moderne a donc des enjeux plus sérieux qu'il n'y paraît. D'abord, il y a un intérêt économique, puisque la bourgeoisie capitalise dessus par notamment le biais des paris qu'il gère, l'achat des groupes sportifs pour en tirer un revenu. Il suffit de voir les sommes d'achat des joueurs de foot ou le rachat de clubs pour s'en rendre compte. Il y a d'ailleurs une nette distinction entre les sports pratiqués et le rapport à ces derniers. Le golf, le cricket, le ski, la chasse à courre restent des sports auxquels recourent les riches. Les sports plus populaires sont peu investis par eux, autrement que pour capitaliser dessus, comme le foot, le rugby et les sports de combat. Ensuite, il y a un intérêt civilisationnel, si je peux appeler ça comme ça, pour reviriliser l'homme. Le sport, construit dans un environnement patriarcal, devient alors le terrain où se joue la construction d'un nouvel idéal masculin, celui du combat contre son propre corps d'abord et son adversaire ensuite. Une logique martiale de maîtrise de soi dans un affrontement défiant les éléments et la nature pour triompher. Le sport honore les valeurs du courage, de la ténacité, de la discipline, du dépassement de soi. Les joueurs deviennent des héros auxquels on s'identifie dans un esprit communautaire qui rassemble des villages, des régions, des nations autour de la réussite de l'enfant du pays qui brave les épreuves, remporte la victoire.
Il suffit de voir les victoires de la France à la Coupe du Monde pour s'en rendre compte. En 1998, les commentateurs comparaient notre victoire à la libération de 1945, en décrivant la fusion des différences d'un public de tout âge et de toute race. Ce sentiment, plus grand que nous, s'inscrit dans un moment d'identification et d'extase collective. Edgar Morin, sociologue et philosophe, décrivait dans le journal Libération que ce qui s'est révélé, c'est la France, qui a pu incorporer le beurre blanc-black dans le bleu-blanc-rouge. Et en vrai, je trouve ça plutôt beau. Je dois avouer que je fais partie de cette grande majorité de la population qui célèbre les victoires de nos équipes dans ce genre de moment, même si outre mesure, je ne suis pas un grand fan de sport. Néanmoins, il ne faut pas rester aveugle à la réalité que le sport a été et reste encore un bastion puissant de la virilité, rejetant dans les marges les minorités de genre et sexuelles. Tout ça pour les assigner à des postures ou à des rôles déterminés. La femme trahit sa nature d'être discret, fragile, doux, en voulant performer et affronter les éléments, dépasser ses limites. Pierre de Coubertin, oui encore lui, disait que donner les femmes en spectacle est ambigu, les soumettre à l'effort physique est excessif, les exposer à la brutalité est dangereux, faire appel à leurs nerfs durant les compétitions sportives est monstrueux. Les éléments faisant l'admiration des sportifs et permettant de les magnifier dans l'effort deviennent source de dégoût lorsqu'il s'agit des sportives. Fatiguées, le visage grimaçant, elles montrent un corps aussi meurtri que leurs homologues masculins, mais elles exhibent surtout, aux yeux de tous, les contre-valeurs de la féminité. C'est pour cela que s'il est vrai que le sport contient la potentialité de souder les communautés humaines et d'illustrer les valeurs qui les lient, cette réalité ne concerne que le sport masculin. Si on peut dire qu'aujourd'hui le sport n'est pas fermé aux femmes, c'est bien une réalité qui a été conquise et pas sans effort. L'histoire de l'évolution du sport et de la mutation des pratiques s'est faite par un long processus initié par des femmes d'action. On l'a peut-être oublié, mais les femmes sont restées longtemps sous la tutelle de leur père et leur mari, tout bonnement interdites dans les clubs sportifs. Ainsi, dans un tel contexte, les pionnières qui se sont imposées avaient tout le système juridique, politique, médiatique, l'opinion publique contre elles, mais elles n'en démordaient pas. Henriette d'Angeville, par exemple. On lui dit que c'est une femme, tout juste bonne à être un utérus sur pattes, considérée comme une faible chose. Les femmes en ce temps-là n'avaient même pas le droit de vote, de travailler sans le consentement de monsieur, d'ouvrir un compte bancaire. Du coup, elle se dit quoi? Pourquoi pas escalader le Mont Blanc, ça a l'air fun. Citation officielle d'Henriette, un mot pour mot, sacrée Henriette. Et pouf, en 1838, elle gravit le Mont Blanc en envoyant se faire foutre tous les devoirs qui étaient attachés à sa condition. Elle ne veut pas de mari et veut assouvir sa passion. Elle s'impose au même rang que les alpinistes de haut niveau et prouve que les femmes aussi en ont dans l'estomac. En investissant cet espace sportif typiquement masculin, où la force physique, l'endurance, la souffrance règnent, elle tranche avec la faiblesse la figure de la modestie et de la discrétion attachée à la féminité. Elle ouvre ainsi la voie et fait figure d'exemple aux femmes. 40 ans après cette démonstration, la création du club alpin français fait une place aux femmes, qui participeront à leur tour à la mutation de l'identité féminine et du rapport de cette dernière au sport. Bien sûr, tout n'est pas rose. La lente percée des femmes dans le monde sportif n'est pas sans une bonne dose de résistance et de nouvelles injonctions pour toujours maintenir une différenciation sexuelle. Il faut toujours garder à l'esprit que le genre est en perpétuelle reconstruction. Il est redéfini et fait l'objet d'ajustements qui restent toujours en lien avec un modèle permettant de maintenir la hiérarchie. La norme, c'est que les femmes ne doivent pas pratiquer de sport parce que trop faibles. Quelques-unes vont gravir le Mont Blanc. Ok, on leur donne le droit de participer, mais dans des activités plutôt artistiques, pour rester en bonne santé, sans trop d'efforts physiques. Les sportifs vont s'auto-organiser et fonder le Femina Sport, qui participera notamment à l'organisation et la promotion des matchs sportifs en football féminin. Et ça, dès 1920. On accepte d'inclure les femmes dans quelques clubs sportifs, mais hors de question qu'elles participent aux Jeux Olympiques. Ça reste des poules pondeuses, il faut pas déconner. Du coup, elles répondent quoi? Ok mon ref, on va créer la Fédération sportive féminine internationale et on va organiser nos propres JO, qui vont réunir plus de 20 000 spectateurs et homologuer de nouveaux records mondiaux. Ok, on intègre les femmes aux JO, mais on réglemente les épreuves et leur tenue. Bref, on peut continuer comme ça des heures. Mais c'est ça le déplacement des frontières du genre. Leur remise en question, leur reconstruction. C'est à la fois un compromis avec l'acceptation des impératifs de la domination masculine et en même temps un certain niveau de transgression pour pouvoir s'offrir des marges de liberté et d'émancipation. Tout cela pousse à une interrogation sur les valeurs traditionnelles associées au masculin et au féminin et en même temps à une redistribution des valeurs du masculin et du féminin. Cette ligne de crête entre moyens d'émancipation et tutelle masculine visant à les maintenir dans leur rôle de femmes passe notamment par la réglementation de leur accès au sport.
On annulera, par exemple, l'épreuve du 800 mètres pour les femmes au JO de 1932, avant de les réintroduire seulement en 1960, prétextant vouloir protéger leur douce santé. L'épreuve du marathon ne leur est pas autorisée avant 1986, et un an plus tard seulement le lancer de poids féminin. Dans le même temps, on leur impose des tests de féminité, avec des contrôles de sexe, des examens sanguins de dosage de testostérone, des tests chromosomiques et de force. Ça veut tout dire de ce que doit être une femme. Avant tout, un être faible, qui ne doit surtout pas remettre en cause la binarité des sexes, qui doit rester féminine sous peine de l'exclusion des compétitions. L'exemple de Caster Semenya est significatif en la matière. En 2009, cette athlète sud-africaine a été nommée championne du monde du 800 mètres. Mais immédiatement, des critiques ont commencé à être soulevées contre elle. Pourquoi ? Parce que Caster Semenya ne répond pas aux critères de la féminité occidentale. Sans maquillage, avec une mâchoire plutôt carrée, loin des dictates physiques auxquels sont soumises les femmes, on remet en question son genre. Un journaliste qui l'interviewe après son sacre de championne lui dit la chose suivante. « J'ai entendu dire qu'à la naissance, vous étiez un garçon. Les rumeurs sont telles qu'elle est soumise au test de féminité par la Fédération internationale d'athlétisme qui va écarter ces intrusifs soupçons. Pourtant, en 2019, on lui interdit de concourir dans les grandes compétitions. La raison ? Elle a une hyperandrogynie qui conduit à une production de testostérone plus élevée que la moyenne des femmes. » La ministre des Sports d'Afrique du Sud, prenant directement position pour Caster Semenya, évoque que ce qui se joue dans les prises de position des institutions sportives est bien plus que le droit de participer à un sport. Il s'agit du corps des femmes, leur bien-être, leur identité même, leur vie privée. Tout ça est remis en question par ce type de décision. Tiens, une histoire de testostérone qui conduit à l'exclusion des femmes des compétitions sportives ? Ça vous rappelle rien ? Ça commence par un T, ça finit par un E, c'est souvent associé à un lobby, on en parlera plus tard. S'agissant du foot, seulement 2 joueurs pro en activité ont révélé leur homosexualité. Justin Fashanu, en 1990, et il s'est suicidé quelques années plus tard, et Josh Cavallo. On compte beaucoup plus de coming out chez les footballeuses pro ou encore chez les anciens footballeurs après la fin de leur carrière. Alors oui, le milieu du foot est réputé pour être homophobe et machiste, faisant de l'idéal viril une norme, comme ce que Nathan a pu dire précédemment. Cette homophobie, on la ressent surtout dans les gradins, à base d'insultes sur le fait d'enculer notre équipe, une autre ville, un autre club. Selon les joueurs, aucun problème avec l'homosexualité, mais quand on leur demande, ils ne connaissent pas de personnes gays évoluant dans leur milieu. Johan Djourou, ancien international suisse, dans un entretien pour Tataki, parle du rôle des supporters dans cette omerta. Le supporter a une voix, que cela soit sur les réseaux ou dans les stades. Ensemble, un stade entier pourrait se moquer d'un joueur pour avoir fait son coming out. La pression sur le joueur concerné est énorme. Il parle de sa propre expérience. Il avait reposté un drapeau arc-en-ciel lors de la journée LGBTQ. Et une partie de sa fanbase lui a écrit pour signifier sa déception face à cet acte de soutien aux personnes LGBT. Pour lui, il faudrait que les personnes concernées par l'homosexualité, en parlent pour en faire un précédent. Il rêve d'une future grande star du foot ou du sport qui serait ouvertement homosexuelle. Alors qu'en vrai, voir des folles faire la passe à Neymar ou à Mbappé et mettre des fessées aux autres pays durant les Coupes du Monde, qu'est-ce que ça aurait la classe, putain! C'est ça l'unité nationale dont je rêve! Pour Wissem Belkacem, tous les joueurs ne sont évidemment pas hétéros, mais tous les joueurs doivent apparaître comme étant hétéros. L'homophobie dans toutes les strates du football se fait ressentir. Dans la communication des supporters, d'accord, ça peut être une insulte entre les joueurs, mais aussi dans les fédérations, dans la pub quand il y a un événement sportif, il n'y a aucune parole inclusive. Le coming out d'une personne, il ne peut pas être forcé, il le dit lui-même. Et il est impossible tant qu'il n'y aura pas d'environnement gay-friendly, peu importe le club ou le pays. Il dit que c'est le foot qui a un problème, pas juste un club ou un pays. Il dit... Dans la tête des homophobes, l'équation est simple. Si t'es gay, t'es forcément efféminé et donc faible. La racine de la misogynie, c'est la même que celle du sexisme et de l'homophobie. Ce rapport à la masculinité. Tout ce qui est féminin est apparenté comme étant faible. Il raconte que l'homophobie, ça l'a consumé. Il en arrivait à ce dilemme entre santé mentale ou carrière sportive. Il jouait constamment un rôle et ça en était trop au bout d'un moment. Wissem Belkacem finira son entretien avec Tataki par aborder les mouvements qui sont faits dans la fédération pour un peu changer cette homophobie. Il dit que créer des hashtags anti-homophobie, c'est bien, mais ça peut juste permettre de commencer la discussion. Ça ne peut pas suffire à changer les mentalités.
Il dit que pour lui, l'homophobie devrait être à la même hauteur que le racisme. On devrait y investir les mêmes quantités d'argent dans le foot. Alors, on va un peu s'attarder sur ce que font concrètement. Je suis désolée, vous l'entendez, je suis très malade en ce moment, mais votre fidèle serviteuse essaye vraiment de donner tout ce qu'elle a pour vous servir un contenu de qualité. Toujours de qualité, Ilana. Merci. Et donc, du coup, on va s'attarder un petit peu sur les démarches plus concrètes qui sont entreprises par la fédération de foot, les fédérations de foot. L'UEFA, par exemple, a ouvert le 20 juin 2021 une enquête disciplinaire suite à une banderole homophobe affichée lors d'un match Hongrie-Portugal. L'instance européenne du foot a alors nommé un inspecteur éthique et disciplinaire pour enquêter sur de potentiels incidents discriminatoires qui ont eu lieu lors de cette rencontre de la phase de poule de l'Euro. À noter que l'UEFA, au même moment, a annoncé lancer une enquête du même genre pour des cris de singes entendus par des ultra-hongrois lors d'un match France-Hongrie. Ces deux enquêtes ont été lancées 3 jours après que la FIFA, plus particulièrement sa commission de discipline, ait condamné la Fédération mexicaine de foot à une amende pour des cris homophobes à l'encontre des gardiens adverses. Pour autant, s'agissant de l'UEFA, le 23 juin, donc vraiment juste 2 jours après l'annonce de l'enquête, l'UEFA a refusé que le stade de Munich s'affiche aux couleurs de l'arc-en-ciel LGBT lors d'un match opposant la Hongrie à l'Allemagne, toujours lors de l'Euro. La ville de Munich avait voulu réaffirmer son soutien aux valeurs d'inclusivité par ce geste suite à l'adoption d'une loi homophobe hongroise qui interdisait la promotion de l'homosexualité. L'UEFA avait alors justifié que cet affichage multicolore contrevenait à ses statuts qui prévoient que l'UEFA est une organisation politiquement et religieusement neutre. L'instance a proposé d'autres dates d'illumination du stade en multicolore, faisant de la réaction à l'adoption d'une loi homophobe l'élément principal de sa décision de refus. Plusieurs personnalités sportives, comme Gary Lineker ou encore Antoine Griezmann, avaient réagi en soutien à Munich. D'autres mesures de sanctions ont pu être prises au niveau national, notamment par la Ligue française de foot professionnel, qui avait pris des mesures d'arrêt des matchs lorsque des insultes homophobes venaient des gradins, mais cela a très vite été abandonné. Que cela soit au niveau européen ou au niveau mondial, les mesures prises par les instances responsables du football à ces différents niveaux sont toujours symboliques. Particulièrement s'agissant des mesures d'enquête prises par l'UEFA que je viens de citer, je n'ai trouvé aucune suite, aucune conclusion à ces enquêtes. Quand on tape les mots-clés correspondant dans un moteur de recherche, on trouve une multitude d'articles saluant le comportement de l'instance européenne d'enquêter pour cette banderole homophobe. On imagine bien que le jour J, cela a dû occuper une grande place dans l'actualité brûlante. Peut-être même qu'on en a parlé au JT. L'image de l'UEFA a été rachetée. Ah non, on n'est pas problématique, regardez comment on agit. La politique de l'UEFA et aussi de la FIFA s'agissant des discriminations homophobes semble segmentée à une politique d'image. Il n'y a aucune réelle intention de se saisir de l'enjeu qui est tentaculaire dans le monde du football, comme le rappelait précédemment Wissem Belkacem. En tant que bonne juriste qui se respecte, j'ai été fouillée dans les statuts de l'UEFA qu'elle revendiquait pour justifier l'interdiction faite au stade de Munich d'arborer les couleurs arc-en-ciel. Il est écrit dans ces statuts que l'UEFA a effectivement pour but de promouvoir le football en Europe dans un esprit de paix, de compréhension et de fair play, sans aucune discrimination fondée sur la politique, le sexe, la religion, la race ou sur toute autre raison. Il est également précisé que les associations membres doivent mettre en place une politique efficace visant à éradiquer le racisme et toute autre forme de discrimination dans le football et appliquer un cadre réglementaire prévoyant que de tels comportements soient sanctionnés de façon stricte. Les sanctions pouvant inclure la fermeture partielle ou totale du stade si des supporters ont un comportement raciste ou toute autre forme de discrimination. On voit donc qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Comme le disait aussi Wissem Belkacem, si les institutions du football prenaient autant en charge avec les mêmes moyens injectés dans la lutte contre l'homophobie que celle du racisme, peut-être que les choses bougeraient un peu plus vite. À mon sens, passer par l'éducation au sens large, par des ateliers, etc., c'est nécessaire. La sanction, seule, semble dénuée de sens. La plupart du temps, quand des supporters sont interrogés sur les insultes à caractère homophobe prononcées dans les gradins, notamment lors de matchs de foot, ceux-ci dénient toute réelle intention homophobe. Dire à telle équipe qu'on l'encule serait formulé dans une visée purement sportive, de saine adversité. Le problème, c'est que ce genre de propos, ça banalise l'homophobie.
On parle d'une pratique sexuelle associée à l'homosexualité masculine pour discréditer l'équipe d'en face, pour montrer notre supériorité à eux. En fait, si on associe ça à la visée sportive qui, elle, revendique, on n'en reste pas moins dans des mots homophobes. Dans le on t'encule sportif, il y a une volonté de soumettre l'autre équipe en l'occurrence. Il y a une forme d'humiliation qui y est implicitement associée. On aurait pu choisir tout un tas d'autres insultes, ou même simplement des paroles dénuées de connotations sexuelles, et particulièrement de connotations homosexuelles. Mais non, c'est celle-ci qui est restée, car c'est une humiliation pour le vrai homme, le vrai sportif, de se faire enculer. Alors bien sûr, je me doute bien que chaque supporter ne réfléchit pas à tout ce schéma en sortant ces mots de sa bouche. Mais il n'en reste pas moins que dès que ces paroles sont prononcées, c'est une banalisation de l'homophobie qui est admise. L'enjeu est de taille, non seulement pour les sportifs homosexuels qui ne se sentent pas à l'aise à vivre pleinement leur identité, mais on peut aussi se douter que certains supporters, certaines supportrices se sentent marginalisés. Et l'enjeu est plus vaste encore. Un sport comme le foot est particulièrement populaire dans le monde, puisque, par exemple, la Coupe du Monde, c'est l'événement sportif le plus regardé à la télévision. En entendant ce genre de propos, toutes les jeunes personnes LGBT+, qui ne le savent peut-être pas encore, intériorisent ce genre de paroles, de façon plus ou moins consciente. Ça ne crée pas un climat serein à leur émancipation. Qui plus est, ça encourage aussi tout le monde à se joindre à cet effet de groupe, à cette euphorie, à cette festivité où tout le monde entonne des chants homophobes. Alors, on parle du football, mais un autre sport est synonyme de virilité dans nos cultures occidentales, c'est le rugby. Aucun athlète n'a fait son coming out durant sa carrière. Et le seul à l'avoir fait une fois à la retraite est le Gallois Gareth Thomas. Pour autant, les dirigeants des instances sportives, notamment au niveau national, ont décidé de se saisir du problème de l'homophobie en allant au-delà des symboliques. C'est ainsi que la Ligue nationale du rugby, en février 2020, s'est associée au magazine Têtu dans un vaste plan de lutte contre l'homophobie, plan évidemment accompagné d'un hashtag « Plaquons l'homophobie ». Le but affiché était d'offrir un espace serein, calme, aux joueurs souhaitant faire leur coming out. Dans la pratique, plus d'une trentaine d'ateliers animés par Têtu à destination de la famille du rugby pro, donc ça comptait les présidents, les joueurs sportifs, le centre de formation, les staffs, etc. Soit plus de 1500 sportifs qui devaient être visés, je cite le communiqué. Également, devait être mis en place une journée d'un championnat inclusif. J'ai cherché à savoir les retombées de ce vaste programme qui semblait ambitieux. J'ai pris contact avec Domi, le président du club lyonnais Les Rebellions, un club de rugby inclusif, LGBTI friendly. Il m'a informé que la Fédération française de rugby, la FFR, retenez bien ça parce que je vais le dire plusieurs fois, la FFR avait créé, suite à ce programme, la Commission Antidiscrimination et Égalité de Traitement, la CADET, commission présidée par Jean-Bernard Moll, ancien journaliste et docteur en sciences des sports. Cette commission, elle est très active, puisqu'elle a permis un réel coup de projecteur sur les personnes LGBT+, avec plusieurs actions concrètes en ce sens. On a notamment eu à la mi-temps à Toulouse un spot sur Inès, la première rugby woman trans qui vient d'achever sa transition. En mai 2021, la FFR a validé l'inclusion des personnes trans au sein des compétitions officielles, inclusion votée à l'unanimité par le comité directeur en lien avec cette fameuse cadette. Par le biais de cette commission, il y a une vraie pression médiatique. La fédération est obligée d'agir. En parlant avec Domi, le président des Rebellions, j'ai pu échanger sur les actions du club qu'il préside. Le club a fêté ses 15 ans récemment et est composé de joueurs de rugby de la communauté LGBTI, mais aussi hétéro, cis, qui ne se retrouvaient pas dans la communauté de rugby classique. Certains joueurs étaient dans des équipes classiques à plus haut niveau et en avaient marre de se cacher. À la base, le club était gay et hétéro-friendly, mais au fil du temps, le club a élargi son champ d'action. Tout d'abord, ce club de rugby de loisirs, donc c'est important de le préciser, c'est pas un club en compétition officielle. Ce club, il n'est pas affilié à la FFR, la Fédération française de rugby, mais affilié à la Fédération sportive LGBT+, ce qui permet à l'équipe de jouer en mixité, et c'est d'ailleurs une capitaine qui est à la tête de l'équipe. Cette mixité, elle permet aussi à l'équipe d'accueillir des personnes en situation de handicap, notamment malentendantes. L'équipe affronte beaucoup d'autres équipes classiques du bassin lyonnais, et elle est vraiment incluse dans les matchs de loisirs qui se déroulent dans la région.
Plusieurs compétitions de rugby LGBTI existent, notamment au niveau international avec la Big Game Cup. Domi me confiait que l'équipe avait envisagé de participer à l'Union Cup, une compétition de rugby LGBTI, mais au niveau européen. Mais les adhérentes et adhérents du club ont refusé massivement, après un vote, de ne finalement pas y aller. Alors pourquoi ? Car l'IGR, qui est l'International Gay Rugby, la fédération au niveau international de rugby LGBT, qui est l'organisateur de la compétition, avait décidé de se conformer aux règles de la fédération anglaise. Or, cette fédération anglaise a adopté dernièrement un règlement particulièrement transphobe qui interdit purement et simplement aux joueuses trans de performer dans n'importe quelle compétition, même des compétitions de loisirs. Qui plus est, pour les hommes trans, des conditions supplémentaires ont été ajoutées. Ces derniers présenteraient plus de risques et ils, ou alors leur club, devraient contracter une assurance supplémentaire. Cette mesure, elle est discriminatoire, elle est transphobe parce qu'elle entraîne des coûts supplémentaires, soit pour le club, soit pour la personne concernée. Qui plus est, l'autre problème avec cette compétition calquée sur le règlement anglais, c'est que la fédération anglaise n'accepte pas la mixité sur leur terrain. La cadette a appelé au boycott de la décision de l'IGR de suivre la réglementation anglaise. Au niveau de la Fédération française de rugby, l'approche est bien différente de son homologue anglaise. De réels efforts sont faits pour œuvrer en faveur d'une réelle inclusivité. La législation de la FFR est en constante évolution. À l'initiative de Bernard Laporte, Jean-Bernard Moll s'active de manière concrète pour la communauté LGBTI. Notamment, une rencontre entre les rébellions et les coqs festifs de Paris a été organisée il y a quelque temps. Les équipes ont alors demandé le soutien de la FFR dans la logistique de la rencontre et la fédération les a invités sur les terrains de l'équipe de France, au Centre national de rugby de l'INA Marcoussis et a mis à disposition les salons de conférence ainsi que la cantine du lieu avec les cuisiniers de l'équipe de France. Domi me racontait que le club se sentait très soutenu, également par la mairie de Lyon. Et le club essayait de faire rejaillir ça sur d'autres postes, sur des luttes moins visibilisées. Prochainement, le club travaille sur une affiliation avec le Loup. Il a des partenariats avec SOS Homophobie et AIDS. Et à l'avenir, l'idée serait de faire des binômes pour aller faire de la sensibilisation auprès d'autres clubs. Ces interventions de sensibilisation, elles sont largement sollicitées par l'Office des sports lyonnais. Le club organise aussi beaucoup d'événements sportifs et conviviaux. Notamment en avril, va être organisée l'OVA Lyon, une compétition entre équipes LGBTI+, équipes à 7. Il y a 7 clubs LGBTI européens, des équipes françaises, mais aussi espagnoles et belges qui vont y participer. On vous conseille d'aller les suivre si vous voulez suivre toute leur actualité. Le club est particulièrement engagé sur les questions trans. Il a signé la charte trans et sport et accueille évidemment dans ses rangs les joueurs et joueuses trans. Le club a également une charte anti-discrimination qui est signée par toutes les joueuses et tous les joueurs, ainsi que par les supportrices et les supporters quand ils s'inscrivent au club. Également, cette charte est signée par des équipes contre lesquelles les rébellions jouent. Donc ça inclut également les équipes classiques qui ne sont pas forcément LGBTI sur papier. Cette discussion avec Domi, le président des rébellions, elle m'a permis de me rendre compte à quel point des choses étaient faites au niveau local, au niveau lyonnais, et qu'un tel club existe. Et vraiment, j'insiste sur le fait que je vous conseille vraiment de les suivre, parce qu'il va se passer plein de choses dont je ne peux pas vous parler actuellement, mais qui sont super cool pour la communauté. Qui plus est, si on prend un point de vue un peu plus large, peut-être que le fait d'agir au niveau local, c'est une clé de réponse à l'homophobie et plus généralement à toutes les discriminations qui existent dans le sport. Agir au niveau des fédérations, qui sont souvent corrompues, c'est peut-être pas le plus utile et ce qui va être le plus effectif. Alors qu'au niveau local, on peut vraiment toucher les gens, on peut vraiment aller leur parler directement et en connectant les vécus, les gens peuvent se rendre compte que certaines pratiques sportives qu'elles ont elles-mêmes, elles sont problématiques. Et après, les gens peuvent corriger le tir. Et c'est peut-être une clé de réponse à laquelle il faudrait tous qu'on réfléchisse collectivement. Coucou, je suis de retour. Ça a commencé à parler des personnes trans, ça m'a invoqué immédiatement. Alors, pour aborder ce sujet, on va commencer par les bases. Peut-être que innocemment, par manque d'informations, en prise avec le débat omniprésent sur la présence des femmes trans dans le sport, vous soyez soit petite 1, désarmé face aux arguments anti-trans qui prônent l'exclusion des femmes trans des compétitions. Petite 2,
plutôt hésitant sur la question sans trop savoir comment se positionner. Petit 3, carrément opposé à leur présence. La plupart des propos autour des personnes trans dans le sport se drapent autour de l'objectivité scientifique pour se légitimer et crier au risque d'inégalité et d'injustice qui pourrait advenir si on laissait les femmes trans dans les compétitions féminines. Pendant mes recherches, j'ai même vu le qualificatif de sport protégé pour qualifier le sport féminin, impliquant une comparaison avec les espèces protégées. Alors déjà, lol. Franchement, l'écart monumental entre les moyens financiers des clubs féminins et masculins et la sous-médiatisation des compétitions féminines sont à eux seuls des éléments démonstratifs qu'on déconsidère largement les sportives. Ceci limitant par là même les espoirs de professionnalisation du sport féminin. L'excuse pseudo-féministe et semi-progressiste de la protection du sport féminin par les institutions sportives et globalement par les opposants des personnes sportives transgenres semble alors très léger. Mais pourquoi pas? Rentrons dans le déroulé de leur argumentaire. J'ai commencé à aborder la question de la testostérone et j'ai laissé en suspens. Voyez le suspense incroyable qui règne dans cette émission. La question du taux de testostérone est l'un des arguments centraux pour légitimer l'exclusion des femmes trans et des femmes hyperandrogynes. Vous serez sans doute étonné, moi-même je l'ai été, de savoir qu'il n'existe pas de lien avéré entre la testostérone et les performances physiques. Les débats restent importants dans la communauté scientifique sur l'influence encore méconnue de cette hormone sur les performances physiques. Petit élément de mise en perspective. Le Comité olympique international fixait le taux de testostérone à 10 mol litres. C'est un indice de mesure pour mesurer la quantité de testostérone dans le sang. Bref, je n'ai pas fait des études scientifiques. Voilà. Sauf qu'en 2017, le British Journal of Sports Medicine, remarquez l'accent anglais magnifique, sort une étude réalisée sur 2127 athlètes de haut niveau et remarque que 25% d'entre eux ont des niveaux de testostérone en dessous de cette limite maximale pour les femmes. Autrement dit, pas mal d'hommes ont un taux de testostérone similaire à ceux des femmes, sans pour autant observer une surperformance des femmes cisgenres sur ces hommes cisgenres. Les autres études scientifiques sorties à ce jour ne montrent pas un réel avantage procuré par la testostérone sur les compétitions sportives. D'ailleurs, le 27 juillet 2015, la justice a même constaté cette absence de preuves scientifiques dans une affaire opposant une athlète hyperandrogyne à l'Institution internationale d'athlétisme qui l'avait exclue à cause de son taux de testostérone considéré comme trop élevé. Ça ne dérange pas donc ces mêmes institutions de réglementer le taux de testostérone que devraient, selon eux, avoir les femmes, en l'absence de toute donnée scientifique sérieuse. À croire que ce qui motive ces organismes, ce n'est pas tant la protection du sport féminin, mais plutôt une ingérence dans la définition de ce que devrait être une femme. Ensuite, cette fois-ci plus spécifique aux femmes trans et aux personnes intersexes, on argumente que le passage de la puberté a entraîné pour les femmes trans et les personnes intersexes la création d'une densité osseuse plus importante que leur homologue cisgenre et une masse musculaire plus massive. Là encore, on peine à trouver des études scientifiques sérieuses. Il faut attendre 2020 et l'étude publiée encore une fois dans le British Journal of Sport Medicine pour constater qu'après 2 ans de traitement hormonal, les hommes et femmes trans atteignent des niveaux de performance équivalents à leurs homologues cisgenres. Les corrélations entre densité osseuse et performance physique sont grandement remises en question, puisqu'on a du mal à voir l'avantage que cela provoquerait. En ce qui concerne la masse musculaire, l'étude observe bien certains écarts de performance, mais qui sont à remettre en perspective avec un élément important. La taille des femmes trans qui est plus élevée que la moyenne. Qui dit plus grande veut dire plus de muscles. Mais dans ce cas-là, si ce critère légitime leur exclusion, alors excluons dans le même temps les femmes cisgenres considérées comme trop grandes. En réalité, il y a une absence d'études scientifiques sur la question des athlètes de haut niveau transgenre. Cette absence est due aux barrières à l'entrée du monde sportif vis-à-vis de ces populations. La transphobie décourage beaucoup la persévérance dans le monde sportif et encore plus celui du haut niveau. Par conséquent, même si on veut nous faire croire que le sport féminin est en danger à cause du phénomène trans, factuellement, les sportifs transgenres sont encore très rares. Cette absence quantitative entraîne des difficultés pour les scientifiques à rassembler suffisamment de sujets d'études pour faire de vraies conclusions sérieuses sur ces questions. Pourtant, les politiques et institutions sportives, se fondant sur leurs seules opinions, décident d'exclure les femmes trans des milieux compétitifs. Le 1er juin 2021, le gouverneur de Floride interdisait la compétition scolaire aux femmes trans
tout comme l'institution internationale de rugby, le World Rugby. J'aurais pu encore citer une liste impressionnante de règles entourant les femmes trans. Mais ce qui m'a fait tiquer, c'est la quasi-absence de réglementation autour des hommes trans. Pourtant, ces derniers s'injectent directement de la testostérone dans le corps. Si l'objectif des institutions sportives était réellement l'égalité des compétiteurs, et que la testostérone aurait des effets anabolisants influents de manière significative sur les performances, pourquoi n'y a-t-il pas de réglementation? Et même au contraire, pourquoi existe-t-il des obligations d'une reconnaissance des risques associés à la pratique sportive, absence pour les hommes cisgenres, comme l'avait évoqué Ilana plus tôt? Emmanuel Bobatti, sociologue transgenre, nous dit que nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui voient un sexe ratio déséquilibré entre femmes trans et hommes trans. Mais la pensée de la critique féministe des sciences permet d'avancer une autre hypothèse, celle de l'endocentrisme scientifique. La médecine s'intéresse davantage aux femmes trans parce que de manière générale, elle se focalise plus sur le corps des femmes comme des corps imparfaits qu'il s'agirait en quelque sorte de parachever. Le rejet des femmes trans relève au final moins de l'intérêt sportif que du contrôle de ce que devrait être une femme. Alors, face à ce rejet, les personnes trans s'organisent aux côtés de la communauté LGBT. On tenait à aborder ici un cas très particulier, les Gay Games, aka les Jeux Olympiques gays et lesbiens, qui proposent une négociation avec les normes édictées par les institutions sportives internationales. Là où les Jeux Olympiques, par exemple, appliquent une distinction nette entre hommes et femmes, portant des tenues officielles permettant de clairement distinguer leur genre, compétitant dans des épreuves différentes, avec des protocoles distincts, les Gay Games prennent le contre-pied. Les Jeux LGBTI brouillent les catégories traditionnelles en introduisant la mixité des épreuves, accueillant les personnes transgenres sans condition, incluant les personnes séropositives, jouant avec le travestissement. Les drag queens et les drag kings sont de la partie dans ces jeux, accentuant cette corruption des genres dans la pratique sportive. L'accent est mis sur la pluralité et sur l'autodétermination des genres et des sexualités. C'est là l'intérêt politique et transgressif de ces jeux, celle à même de questionner le corps traditionnel. On met en avant des corps malades, des corps transgenres, rajoutant à l'éthique de la participation l'éthique de la reconnaissance et de l'acceptation. Les Gay Games se détachent aussi de l'idée de performance, comme seul intérêt et finalité de la pratique sportive. Une place est faite aux non-performants, selon les prismes des institutions sportives traditionnelles. Personnes âgées, malades, handicapées sont les bienvenus dans les épreuves. On adapte ainsi les jeux pour en permettre l'égalité. Les individus ne sont plus soumis à la norme, mais c'est la norme qui s'adapte aux individus. Les corps valorisés dans ces sports ne se réduisent plus aux corps compétitifs. C'est une nouvelle éthique qui ressort, celle de l'adaptation de la règle. Alors maintenant, on va aborder le sujet de la Coupe du Monde au Qatar. Vous vous dites, on fait un épisode sur les LGBT et le sport, et on n'a toujours pas parlé du Qatar? Alors, la Coupe du Monde de football, comme chacun et chacune le sait, qui vient de s'achever, elle a soulevé bon nombre de questions relatives aux droits de l'homme, et c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. En effet, en 2010, la FIFA a décidé d'accorder l'organisation de la compétition internationale au Qatar, au détriment des autres États candidats, à savoir le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et l'Australie. Cette sélection, elle n'a pas manqué de provoquer scandale sur fond de corruption. Dès cette annonce, des chantiers pharaoniques sont lancés pour construire 7 nouveaux stades, mais aussi un nouvel aéroport, des routes, un système de transport public et une ville complète pour accueillir la finale. Le Guardian révélera en 2021 que plus de 6500 travailleurs migrants, au bas mot, y auraient perdu la vie. Travailleurs qui viennent principalement d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka. En cause, des conditions de travail catastrophiques, une température infernale, un rythme extrêmement soutenu, une totale négation de la dignité des ouvriers qui passaient entre autres par la confiscation de leur passeport ou encore par le non-versement de leur salaire ou alors un salaire extrêmement bas. Écologiquement, le bilan n'est pas meilleur. 7 des 8 stades accueillant les matchs sont climatisés à ciel ouvert. La plupart des stades ne serviront pas après la compétition, ce qui ne permettra pas de rentabiliser écologiquement leur construction sur le long terme.
Qui plus est, les capacités hôtelières étant limitées, 160 vols quotidiens pour rejoindre Doha ont été ajoutés pour le plus grand plaisir des spectateurs et spectatrices. Voilà pour ce très rapide tour d'horizon de la situation. Pour autant, si les questions de droits de l'homme au sens large étaient sujet de préoccupation des médias avant le début du tournoi, rapidement, ces problématiques ont été balayées par une autre, la question des droits LGBT+ au Qatar. Alors oui, le Qatar n'est pas un modèle de tolérance s'agissant de ces questions. L'homosexualité est criminalisée et les personnes s'adonnant à des pratiques homosexuelles risquent 7 ans de privation de liberté. Pour les personnes musulmanes, c'est la peine de mort qu'elles risquent. La discrimination envers les personnes LGBT est inscrite dans la loi. D'ailleurs, la simple séduction en vue de commettre un acte de sodomie est passible de 3 ans d'emprisonnement. Petite précision fun à noter, la loi interdit explicitement les relations entre hommes, mais ne dit absolument rien sur les relations entre femmes. L'allusion à la communauté LGBT+ par les médias est strictement interdite, selon une loi les qualifiant d'atteinte à la morale. Initialement, la FIFA avait assuré que les symboles associés à la communauté LGBT seraient autorisés. Les drapeaux devaient pouvoir être brandis dans les stades. Le Qatar avait annoncé se conformer aux règles inclusives de la FIFA en la matière. Plusieurs nations européennes, au premier rang les Pays-Bas, s'étaient accordées pour que les capitaines de leur équipe portent un brassard One Love en soutien aux personnes LGBT+, avec un message global de lutte contre les discriminations et d'unité. La FIFA a alors décidé d'interdire un tel message au motif qu'il était trop politique et trop critique moralement du pays hôte. La fédération a d'abord menacé d'infliger des sanctions financières. Puis, ce sont des menaces sportives qui ont été brandies. Un carton jaune serait levé à chaque fois qu'un capitaine entrerait sur le terrain avec le brassard. Si certaines fédérations nationales étaient prêtes à payer des éventuelles amendes, elles ont finalement décidé de ne pas faire porter de brassard à leur capitaine. Dans un communiqué commun, ces fédérations disent « Nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis, voire devoir quitter le terrain. » Depuis cette décision, les couleurs LGBT sont devenues d'autant plus un réel instrument de contestation. Certaines personnes, la plupart du temps des personnes qui ne jouent pas, ont tout de même décidé de l'arborer, notamment l'ancienne joueuse internationale Alex Scott, consultante sportive pour la BBC, mais aussi dans les tribunes, Elle Thorning-Schmidt, la première ministre du Danemark de 2011 à 2015. D'autres personnalités politiques ont également suivi ce mouvement, mais je ne vais pas toutes les citer. Alors oui, tout militantisme LGBTQ+ est muselé au Qatar. Néanmoins, l'obsession des médias occidentaux pour le sujet n'a pas été sans soulever certaines critiques que Nathan, notre bien-aimé, va nous exposer. Ilana, est-ce que tu connais le Qatar? Ilana. Joker. Joker? Ilana, est-ce que vous boycottez le Qatar? Je boycotte. J'espère que vous avez boycotté le Qatar. Bon, alors, sujet délicat. Ilana m'a dit, Nathan défend le Qatar. Moi j'ai dit, écoute Ilana, je suis pas chaud pour ça, mais elle a insisté. Elle n'ose pas le dire au micro évidemment, elle est en train de pouffer de rire et me laisser dans une situation d'embarras. Je vais essayer de prendre du recul sur la situation sans me choper un thread Twitter pour dire à quel point je suis un mec problématique. Je ne remets pas en question ce qui a été dit et il y a des raisons légitimes de pointer du doigt le Qatar, qui d'ailleurs n'est pas le pays le plus à plaindre du Sud, participant largement à la position d'un modèle ultralibéral et capitaliste dont il profite avec des violations des droits humains hallucinantes. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une gêne inconsciente devant les discours qui étaient tenus. À croire qu'un certain relent d'islamophobie se cachait derrière. Alors attention, on ne peut pas tout expliquer par l'islamophobie et ça ne remet pas en question la légitimité de ces critiques. Mais si on compare le niveau de décibels de ces dernières à celle de la précédente Coupe du Monde, on ne peut pas s'empêcher de tiquer. Je veux dire, en 2018, c'était la Russie qui l'accueillait, et c'est pas le pays le plus tendre en matière de droits de l'homme et sur les questions LGBTI+. Pourtant, les débats autour de ces questions se faisaient plus discrètes sur les plateaux de télé et dans l'opinion publique. On va commencer sur la question de l'homosexualité au Qatar. Ma plus grande peur reste et demeure l'effet de réactance qu'une telle injonction à la civilisation pourrait provoquer. Pour comprendre ça, il faut faire une rétrospective. Alors, d'où vient donc l'homophobie de beaucoup de pays du Sud? Petit briefing rapide, clairement incomplet, avec de grosses approximations.
Lors de la colonisation, les pays occidentaux ont imposé une réglementation sévère des pratiques sexuelles et des structures conjugales. Par exemple, le code pénal des colonies britanniques avait à l'époque interdit la sodomie, alors qualifiée de vice contre nature. Les pays occidentaux ont ainsi politisé la sexualité et le genre, qui ne l'étaient pas à l'époque, où il y avait une très grande fluidité. Pour lutter contre la prétendue hypersexualisation des hommes arabes, la France a légiféré massivement sur les pratiques homosexuées. Les pays occidentaux maintiennent donc un ordre sexuel au service d'un ordre colonial, dans un objectif de civilisation des pays colonisés. Autrement dit, on justifie la présence des pays occidentaux dans les colonies pour leur apporter les vraies et bonnes valeurs qu'ils n'ont pas, parce que c'est la logique coloniale, et dans la logique coloniale, ce sont des barbares. Les luttes décoloniales pour l'émancipation des peuples du Sud, qui ont eu lieu entre 1945 et 1960, ont permis de rejeter les ingérences occidentales. Ces ingérences, cependant, ont perduré par le biais du néocolonialisme, l'imposition du capitalisme et du libéralisme, et les valeurs de la modernité aux nouvelles nations, avec encore des injonctions à la civilisation. Les anciennes colonies, dans un esprit de résistance à l'Occident, qui les envahit, les pille, les exploite, développent un discours anti-impérialiste, rejetant le modèle occidental en bloc, y compris les injonctions à la modernité et à la civilisation. Ces dernières étant souvent utilisées pour légitimer l'interventionnisme occidental dans leur pays. Ainsi, beaucoup de pays du Sud voient dans la question de l'homosexualité et de la transidentité des importations qui ne les concernent pas. Une dégénérescence du Nord, qui viennent avec le reste des fléaux que l'Europe et les États-Unis leur imposent déjà. En faisant ça, ils prouvent qu'ils se placent comme des défenseurs des valeurs traditionnelles face aux ingérences de l'Ouest, qui cherchent à les formater et les soumettre. Bien sûr, c'est une lecture malhonnête, puisque les LGBTophobies sont bien un héritage colonial repeint en tradition. Bien sûr, je vous fais une version très condensée, rapide et qui survole cette question, qui feront l'objet de réflexions dans un prochain épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, à mettre un commentaire sur YouTube et à noter notre podcast sur Spotify. Alors d'après vous, dans un tel contexte, quel effet, autre qu'un renfermement autour des questions LGBTI+, et une légitimation du discours de ces États, provoquerait un tel militantisme occidental autour de la défense des LGBTI+. Cette lutte est bien sûr légitime sur le fond, mais clairement inefficace et contre-productive dans la forme. Plus on met à l'index ces pays, plus on essaye d'ingérer pour les réformer de l'extérieur, plus ils se referment et durcissent leur répression, gagnant avec ça une légitimité dans leurs États au détriment des populations LGBTI+. L'exemple des pays d'Europe de l'Est est éclatant en la matière. Poutine, Orban, la Pologne, etc. s'appuient sur ça pour fédérer leur peuple contre l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Et ça fonctionne d'autant plus que nos États ont du sang sur les mains et qu'ils viennent dans le même temps faire des leçons de droits humains à des pays qu'ils ont contribué à maintenir dans la pauvreté. Bien sûr que le combat contre les LGBTophobies est extrêmement important, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais il faut avoir une approche stratégique de ces combats sous peine d'aggraver la situation. Tordre le bras aux États par l'économie ou intervenir depuis l'extérieur conduira à accentuer la répression des personnes LGBTI+. Je dois avouer que je n'ai pas de solution parfaite à donner à cette contradiction fondamentale. Seulement à inviter à la réflexion sur les modes d'action et à soutenir du mieux qu'on peut les communautés présentes sur le terrain, sans pour autant tomber dans des solutions ayant un effet contre-productif. Peut-être qu'une bonne façon de militer serait d'agir à une échelle atteignable, viser avant tout la FIFA qui a été largement corrompue dans l'attribution du pays organisateur, agir contre les ingérences de la France et des milliardaires en Afrique qui participent à créer ce climat délétère pour les populations locales et les LGBTI+, puisque c'est bien ces ingérences qui conduisent en partie aux résultats que j'évoquais plus tôt. Agir encore contre l'Union européenne, qui elle aussi s'est facilement laissée corrompre par le Qatar, alors même qu'elle le pointait du doigt au même moment. Je suis étudiant en droits humains. Ce n'est pas moi qui vais venir minimiser les violences aggravées que le Qatar commet. Simplement, si les constats sont justes et incontestables, un recul critique est nécessaire et indispensable. Invisibiliser cette situation et la mettre sous le tapis, comme Macron l'a fait durant ses déclarations, est gravissime. Il faut lutter contre toutes les violations faites aux droits fondamentaux, mais en prenant en compte la situation dans son ensemble et ne pas rester aveugle à des situations dans notre pays. Ceci pour avoir une approche plus efficace dans la lutte pour les droits LGBTI+, et globalement des droits de l'homme.
Voilà, notre épisode touche à sa fin. On vous remercie, comme toujours, de nous avoir écoutés. Ça nous fait hyper plaisir de voir que vous êtes toujours plus nombreux à écouter chacun des épisodes. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, mais on sait que cette période, elle n'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc, on pense aussi à vous et l'important, c'est que vous vous sentiez bien dans votre tête. Donc, faites ce qui vous fait plaisir avant tout. On vous fait des poutous. Des gros bisous. À plus en plus. À plus tard dans le car.